La pluie tombait en murmurant, fine et froide, trempant le manteau de David Miller alors qu'il était agenouillé dans l'herbe. 3 tombes, côte à côte. Un bouquet de lys fané tremblait dans sa main. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Après un long silence, il murmura « Je te pardonne, mais je ne me pardonnerai jamais ». Une rafale de vent emporta ces mots comme un secret trop lourd à porter. Il n'y avait pas de caméra ici, pas de jury, pas de rédemption. Juste un homme brisé et 3 noms gravés dans la pierre. Emily Miller, Jacob Miller, Lily Miller. David sortit une lettre froissée de la poche de son manteau, tachée par la pluie et les empreintes digitales. Il ne la lut pas. Il la connaissait par cœur. Une lettre qui n'avait jamais été envoyée. Adressée à un homme derrière les barreaux. Un homme que David avait choisi de pardonner. Mais cette histoire n'est pas celle de cet homme. C'est celle de celui qui est resté. Celui qui est resté avec le silence, les fantômes et la culpabilité qui rongeaient chaque souffle. Comment continuer à vivre quand votre cœur est enterré 6 pieds sous terre? Comment se pardonner d'avoir survécu? Voici l'histoire de David. Et rien n'est facile. Ne manquez pas ces histoires qui vous marquent longtemps après leur fin. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour rejoindre une communauté qui ressent, se souvient et guérit ensemble. D'autres vérités puissantes sont à venir. Vous ne voudrez pas les affronter seul. David Miller n'avait rien d'extraordinaire. C'est ce qui le rassurait. À 47 ans, il s'était construit une vie tranquille et simple dans la ville de Maple Hill, dans le New Hampshire. Un endroit où les voisins se saluaient, où les portes restaient ouvertes, où les saisons passaient lentement. Il travaillait de ses mains, littéralement. En tant que charpentier, il aimait transformer le bois brut en quelque chose de beau. Cela lui donnait un but, un sentiment d'ordre. Mais rien n'était comparable au sentiment d'utilité qu'il éprouvait lorsqu'il était avec sa famille. Émilie, sa femme, était enseignante dans un collège et avait un rire qui remplissait toute la pièce. Elle croyait en les gens, en la bonté, en la seconde chance. David se souvenait encore du regard qu'elle lui avait lancé le jour de leur mariage, comme si elle voyait en lui quelque chose que lui-même ne voyait pas. Et puis, il y avait les enfants. Jacob, 13 ans, curieux et volubile, obsédé par les cartes de baseball. Lily, seulement 8 ans, douce et imaginative, toujours en train de dessiner sur des bouts de papier. Ils étaient le pouls de la maison, la musique de chaque matin. David avait grandi dans le chaos, avec un père colérique et une mère absente. Dès son plus jeune âge, il s'était juré de ne jamais devenir comme ceux qui l'avaient élevé. Il voulait donner à ses enfants tout ce qu'ils n'avaient jamais eu, l'amour, la sécurité, la stabilité. Et pendant un certain temps, il y est parvenu. Il a trouvé l'apaisement dans la routine, préparer des crêpes tous les samedis, raconter des histoires avant de coucher les enfants, réparer les escaliers qui grinçaient avec Jacob, laisser Lily peindre ses vieilles bottes de travail juste pour s'amuser. Leur foyer n'était pas parfait, mais il était réel, et cela suffisait. Mais il y avait une ombre dont David ne parlait jamais. Une peur silencieuse. Peut-être qu'il ne méritait pas cette vie, qu'un jour, tout cela pourrait disparaître. Il gardait cette peur enfouie, au plus profond de lui, sous ses sourires et ses conversations à table, sous les mains d'Émilie dans les siennes, sous les dessins de Lily collés sur le réfrigérateur. Il pensait que l'amour suffirait à éloigner les ténèbres, mais l'amour ne rend pas invincible, il rend simplement la perte insupportable. David avait un rêve simple. Il voulait construire quelque chose avec Émilie, pas seulement une maison, pas seulement une famille, mais un endroit qu'il pourrait partager avec le monde entier. Pendant des années, ils ont parlé d'ouvrir un petit café en centre-ville, rien d'extraordinaire, juste une lumière chaleureuse, des pâtisseries fraîches, des étagères remplies de livres, peut-être un coin dédié à l'art local. Il l'avait appelé The Nest, le nid, parce que c'est ce qu'il voulait que ce soit. Un endroit où les gens pourraient respirer, se reposer, se sentir en sécurité. Émilie avait même dessiné un logo, un petit oiseau blotti dans une tasse de café. Ils passaient leur week-end à visiter des locaux, à comparer les prix, à faire des listes. Jacob voulait aider à concevoir le menu pour les enfants. Lily avait déjà peint des panneaux pour les portes des toilettes.
l'un avec une fleur, l'autre avec un éclair. Ils n'avaient ni argent, ni expérience, juste de l'amour, de l'enthousiasme et cette conviction que seules les familles qui n'ont rien à perdre semblent avoir. David n'avait jamais vu Émilie aussi vivante. Elle a commencé à suivre des cours de commerce en ligne après le travail. Il restait éveillé tard pour regarder des vidéos sur les machines à expresso et les fours de boulangerie. Le soir, ils s'allongeaient dans leur lit et imaginaient l'inauguration. Leurs amis étaient là, la musique jouait. Leurs enfants étaient derrière le comptoir, vêtus de petits tabliers. Ils étaient en train de construire quelque chose. Puis vint le silence. Cela a commencé par de petits signes, des dîners manqués, des conversations plus courtes. Émilie est devenue distante, distraite. David a supposé que c'était le stress du travail ou la pression du magasin. Mais un soir, il est rentré à la maison et a trouvé une note sur la table de la cuisine. « David, j'ai besoin d'espace. Je ne sais pas qui je suis en dehors de mon rôle de mère, d'épouse et d'enseignante. Je t'aime, mais j'ai besoin de découvrir qui je suis. » Elle avait emmené les enfants chez sa sœur. Le monde de David s'est effondré en un instant. La maison, autrefois remplie de rire, semblait vide. Il faisait les 100 pas, il suppliait, il écrivait des lettres, il appelait, il attendait. Émilie ne répondait pas. Les semaines passaient. Les plans pour The Nest restaient intacts sur la table de la salle à manger. La peinture que Lily avait laissée sur ses bottes commençait à craqueler et à s'écailler. Puis, un dimanche matin, la porte d'entrée s'ouvrit. C'était Émilie, fatiguée, mais souriante. « Je crois que j'ai retrouvé un peu de moi-même, » dit-elle. « Et tu m'as manqué. » Elle réemménagea le jour même. Ils décidèrent de partir en voyage en famille, dans un endroit calme, juste eux quatre, pour repartir à zéro. Ils ne revinrent jamais. Ils choisirent le Vermont. Ce n'était pas loin de chez eux, mais suffisamment pour avoir l'impression de faire une pause. David réserva un petit chalet au bord d'un lac, entouré d'arbres qui commençaient à prendre des teintes orange et dorées. Émilie emporta des jeux de société. Jacob prit son gant de baseball. Lily insista pour emmener Marvin, son pingouin en peluche. Tout semblait parfait, comme s'ils entamaient un nouveau chapitre. Émilie prit la main de David à la station-service. Jacob et Lily se disputaient pour choisir les chansons à écouter dans la voiture. David les regardait dans le rétroviseur, le cœur rempli de joie. À environ 1 heure de la cabane, la route serpentait dans un passage étroit. Les arbres se pressaient sur les côtés, le soleil commençait à descendre, projetant des ombres sur l'asphalte. David se souvient de la musique qui jouait. Il se souvient d'Émilie qui riait à une remarque de Jacob, puis des phares, éblouissants, soudains, qui fonçaient droit sur eux. Un camion a dévié sur leur voie. David n'a pas eu le temps de réagir. Juste un éclair blanc, et le bruit, le métal qui se déforme, le verre qui explose, Émilie qui hurle. Puis le silence. Quand David s'est réveillé, tout sentait la fumée et le sang. Ses oreilles bourdonnaient, ses bras étaient coincés, il ne pouvait pas bouger. Il a d'abord vu Lily, immobile, trop immobile. Puis Jacob, affalé en avant. Émilie, à moitié tournée sur son siège, la main tendue vers lui. David a crié, mais aucun son n'est sorti. Plus tard, à l'hôpital, il a appris le reste. Le conducteur du camion, Ryan Harris, 24 ans, avait bu. Il avait perdu le contrôle après un virage serré. Son taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite légale. Il s'en est sorti avec un bras cassé. La femme et les enfants de David n'ont pas eu cette chance. Les médecins lui dirent qu'il avait de la chance d'être en vie. De la chance. Ce mot le hantait. Les gens apportèrent des fleurs, des cartes, de la nourriture, mais David ne voulait pas de compassion. Il voulait remonter le temps, changer de place, disparaître. Il n'assista pas aux funérailles. Il en était incapable. Son corps guérissait, mais son âme, non. Il voyait leur visage chaque fois qu'il fermait les yeux. Il revivait ce trajet 1000 fois. Il se demandait s'il aurait pu faire un écart, accélérer, ralentir, n'importe quoi pour changer la fin. Mais la fin ne changeait pas, et la culpabilité non plus. David n'a pas parlé pendant des jours après son réveil à l'hôpital, ni aux infirmières, ni aux médecins, ni même à sa sœur, qui avait pris l'avion depuis l'Oregon et s'était assise à son chevet pour lui tenir la main.
Il n'était pas silencieux à cause de son chagrin. Il était silencieux parce que les mots n'avaient pas leur place dans un monde où Émilie, Jacob et Lily n'existaient plus. À sa sortie de l'hôpital, il a refusé de rentrer chez lui. Il a demandé à être conduit dans un motel à la périphérie de la ville. Un endroit où personne ne connaissait son nom. Une chambre avec des rideaux épais et aucune photo de famille. Aucun souvenir. Il a cessé de répondre aux appels. Il ignorait les coups frappés à la porte. Il a laissé la messagerie vocale se remplir de messages de condoléances qu'il n'a jamais écoutés. Il a arrêté de manger. Il a laissé pousser sa barbe. Il restait des heures à fixer les murs. Les nuits étaient pires. C'est là que les images revenaient, les phares, les cris, le pingouin en peluche de Lily trempé de sang. Une nuit, il a ouvert son ordinateur portable et a tapé le nom d'Émilie dans un moteur de recherche. Sa nécrologie apparut instantanément, tout comme un article de journal. Une conductrice ivre tue une jeune mère et ses 2 enfants. Il relut ces mots encore et encore. Pas en tant que mari, pas en tant que père, mais en tant qu'homme lisant l'histoire de la tragédie de quelqu'un d'autre. Ce détachement était la seule façon pour lui de survivre, jusqu'à ce qu'un matin, il n'en puisse plus. Il prit tous les somnifères qui se trouvaient dans le tiroir. Il s'allongea, il ferma les yeux, et il attendit. Quelques heures plus tard, il se réveilla aux urgences, l'estomac pompé, l'âme plus vide qu'auparavant. Une infirmière lui dit « Vous avez de la chance que quelqu'un vous ait trouvé. » De la chance. Encore ce mot. Il avait l'impression de pourrir dans sa propre peau, comme s'il était un fantôme hantant un corps qui refusait de s'éteindre. Sa sœur le convainquit de rentrer à la maison, juste pour quelque temps. Il franchit le seuil de la maison et faillit s'effondrer. Les tasses à café collectionnées par Émilie étaient toujours alignées sur l'étagère. La balle de baseball de Jacob était posée sur le canapé. Les chaussures de Lily étaient près de la porte. Tout était là, sauf eux. David passa la semaine suivante au lit. Les rideaux tirés. Chaque bruit lui semblait être un cri. Il commença à avoir des hallucinations. Il entendait Lily rire dans le couloir, apercevait la silhouette d'Émilie dans la cuisine. Il savait qu'elles étaient parties, mais il n'avait pas l'impression qu'elles étaient parties. Un soir, il s'assit à la table de la salle à manger et posa 4 assiettes. Comme au bon vieux temps. Il versa de l'eau dans chaque verre. Il disposa les couverts. Puis il resta des heures à fixer les chaises vides. Son thérapeute, un homme du nom de Dr. Reed, tenta de le joindre. Il lui envoya des lettres, lui laissa des messages vocaux. David ne répondit jamais. À quoi bon? Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de survivre ainsi, de se réveiller chaque jour en sachant qu'elle ne reviendrait jamais. La culpabilité devint son oxygène. Il croyait que c'était de sa faute. S'il n'avait pas planifié ce voyage, s'il avait conduit plus lentement, s'il avait tourné à gauche au lieu de tourner à droite, il ne méritait pas de guérir, il méritait de souffrir. C'est ce qu'il se répétait sans cesse, jusqu'à ce que cela devienne la seule chose qui lui semblait réelle. Si cette histoire vous touche profondément, prenez un moment, aimez cette vidéo et partagez vos sentiments dans les commentaires. Vos mots pourraient être la bouée de sauvetage dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Car la guérison commence lorsque nous cessons de nous sentir seuls et que nous commençons à nous sentir vus. C'était fin octobre, lorsque David a enfin remis le pied dehors. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il se sentait poussé à le faire. Quelque chose d'inexprimable avait changé en lui. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être était-ce une voix venue du plus profond de lui-même, enfouie sous les décombres de son chagrin. Il s'est rendu au cimetière, pas celui où ils étaient enterrés. Il n'était pas prêt pour cela, il en a choisi un autre, loin de chez lui, calme, désert, un endroit où personne ne le reconnaîtrait. Il a erré sans but jusqu'à ce qu'il aperçoive un homme âgé, agenouillé près d'une tombe. Maigre, les mains tremblantes, il tenait une photo, un garçon en uniforme. L'homme pleurait, pas doucement. Des sanglots bruyants et bruts sans se soucier d'être entendu. David s'est arrêté. Pendant un instant, il a envisagé de s'éloigner. Mais quelque chose l'a retenu. L'homme le remarqua. Il s'essuya les yeux.
Il hocha la tête, presque honteux. « C'était mon fils, » dit l'homme. « Ryan, il a commis une erreur, une terrible erreur. Il a privé une famille de la vie. » David se figea. Il ne dit pas un mot. Il ne cligna même pas des yeux. L'homme continua à parler. « Il est en prison maintenant. Je lui rends visite chaque semaine. Mais je ne peux pas réparer ce qu'il a fait. Je voudrais pouvoir leur demander pardon à l'homme qui l'a blessé. » David ne dit pas un mot. Il resta là, debout, tandis que le monde basculait autour de lui. Ryan. Ce nom résonnait dans sa tête. C'était son père, Frank Harris. David s'éloigna sans un mot. Il monta dans sa voiture. Il s'assit au volant, tremblant. Il rentra chez lui, les mains engourdies, le souffle court. Cette nuit-là, il ouvrit le tiroir à côté de son lit et en sortit la lettre qu'il avait écrite des mois auparavant. Celle qui était adressée à Ryan, celle qu'il n'avait jamais envoyée. Il la relut, puis il ajouta quelque chose. « Je déteste ce que tu as fait, mais je ne veux pas te détester. Je veux comprendre comment une personne peut être brisée au point d'entraîner les autres dans sa chute. » La semaine suivante, David demanda à rendre visite à Ryan en prison. Les gardiens le conduisirent à travers des portes métalliques et des couloirs résonnants jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec Ryan Harris. Au début, aucun des deux ne parla. Puis David dit simplement « Je suis David Miller ». Les yeux de Ryan se remplirent instantanément de larmes. « Je suis désolé », dit-il d'une voix à peine audible. « Je suis vraiment désolé. » David prit une profonde inspiration. « Je te pardonne », dit-il. « Mais cela ne signifie pas que je vais bien. » Et pour la première fois depuis longtemps, David sentit quelque chose changer. Pas la paix, mais une possibilité. Après sa visite à la prison, David ne se sentait pas guéri, mais il se sentait différent. Pour la première fois depuis près d'1 an, il se réveilla et prépara du café. Non pas parce qu'il en avait envie, mais parce que quelque chose en lui disait « Lève-toi ». Il se tenait debout dans la cuisine, tenant sa tasse, regardant par la fenêtre le jardin vide où Jacob jouait autrefois à la balle. Ce même jour, il ouvrit les fenêtres. Il laissa la lumière entrer dans une maison qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre. Ce n'était pas une transformation, c'était un moment, un petit moment, mais il était important. David a trouvé un groupe de soutien pour les personnes en deuil qui se réunissaient le mardi soir dans le sous-sol d'une église locale. Au début, il ne parlait pas. Il restait assis et écoutait. Des visages inconnus partageaient des histoires qui lui semblaient familières. Une femme qui avait perdu son frère dans un accident de moto. Un père dont la fille s'était noyée dans un lac. Des gens qui parlaient de leur douleur sans broncher. Il se sentait moins seul. Finalement, David a pris la parole. « Je m'appelle David. J'ai perdu ma famille. Et je suis toujours là. Je ne sais pas pourquoi. » Personne n'avait de réponse, mais personne ne détournait le regard. De retour chez lui, il s'est remis à cuisiner. D'abord des œufs, puis des repas complets. Il a réparé une chaise cassée dans la cuisine. Il a tondu la pelouse dans le jardin. Ce travail n'effaçait rien, mais cela occupait ses mains. Ses mains avaient toujours su construire. Un soir, il dépoussiéra son vieil ordinateur portable et ouvrit un document vierge. En haut, il tapa « Lettre que je n'ai jamais envoyée ». Cela devint son rituel. Chaque soir, il écrivait une lettre à quelqu'un qui lui manquait. Émilie, Jacob, Lily, parfois aux 3. Il ne les relisait jamais, ne les modifiait jamais. Il se contentait de coucher sur le papier ce qui vivait dans les recoins silencieux de son âme. Finalement, il créa un blog, anonyme, sans commentaire, juste les lettres. Mais les gens le trouvèrent quand même. Un matin, il se réveilla et trouva un email dans la boîte de réception de son blog. « La lettre que vous avez écrite à votre fille m'a sauvé la vie. J'étais sur le point de mettre fin à mes jours. Puis j'ai lu vos mots. Je ne me sens plus seul. » David lut ce message encore et encore. Il ne répondit pas. Mais ce jour-là, il quitta la maison et se rendit au parc. Il s'assit sur un banc où il avait l'habitude de s'asseoir avec Émilie. Et pour la première fois, il ne pleura pas. Il resta simplement assis et regarda le monde continuer de tourner.
David découvrit que la guérison n'était pas une ligne droite. Certains matins, il avait l'impression de pouvoir respirer. D'autres, il ne pouvait même pas sortir du lit. Les cauchemars n'ont jamais vraiment cessé. Ils étaient juste moins fréquents, mais quand ils survenaient, ils étaient brutaux. La voix de Jacob qui l'appelait, le rire de Lily qui s'interrompait, Émilie qui tendait la main vers lui juste avant l'accident. Malgré tout, il a continué. Il a continué à se rendre au groupe de soutien. Il a continué à écrire. Il a continué à cuisiner. Mais chaque pas en avant était accompagné d'une ombre. Plus il s'enfonçait dans la vie, plus la culpabilité devenait forte. Car à chaque respiration, à chaque instant de paix, une voix intérieure lui murmurait « Ils ne comprennent pas. Pourquoi devrais-tu comprendre ?» Un après-midi, le directeur du groupe de soutien lui a demandé s'il accepterait de prendre la parole lors d'un événement organisé dans un lycée local, pour parler de sensibilisation, de choix et de conséquences. David a hésité, mais a accepté. La salle était bondée. Des élèves, des enseignants, des parents. Il s'est levé devant le micro, les mains tremblantes. « Je ne suis pas ici pour vous faire peur, dit-il. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale. Je suis ici parce que quelqu'un a fait un choix et ma famille en a payé le prix. » Il parla de ce jour-là, de Ryan, de la lettre, du pardon. Il ne pleura pas. Mais à la fin, une jeune fille s'approcha de lui et lui dit « Vous êtes un héros. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. David a souri poliment, mais à l'intérieur, tout s'est effondré. Un héros. Il pouvait à peine se pardonner d'avoir survécu. Ce soir-là, il a rentré chez lui en silence. Il est resté assis dans sa voiture pendant des heures dans l'allée, agrippé au volant, tremblant. S'il pouvait me voir maintenant, m'aimerait-il toujours? Serait-il fier? Il n'en savait rien. Le lendemain, il est resté au lit. Il n'a pas écrit, il n'a pas mangé. Le poids d'être une source d'inspiration lui semblait mensonger. Il n'était pas guéri, il fonctionnait. Il y a une différence. C'est ce que personne ne vous dit à propos du deuil. Il ne disparaît pas. Il se cache dans les moments de calme, dans les espaces entre la gentillesse et la culpabilité, entre la survie et la capitulation. Mais David savait aussi autre chose désormais. Les ténèbres ne l'emprisonnaient plus. Il s'est levé le lendemain. Il a ouvert les rideaux. Il a fait du café. Pas parce qu'il se sentait fort, mais parce qu'il ne voulait pas abandonner. Il n'était pas entier, mais il était toujours là. Et parfois, cela suffisait. C'est dans une librairie, figurez-vous, que David a rencontré Clara. Il était entré pour chercher un livre que quelqu'un lui avait recommandé dans son groupe de soutien. Quelque chose sur le deuil et la résilience. Il n'a pas trouvé le livre, mais il a trouvé un coin tranquille. Il s'est assis. Il a feuilleté un autre livre dont il ne se souvient même plus aujourd'hui. De l'autre côté de l'allée, une femme était assise et lisait. La cinquantaine bien avancée, un cardigan usé, les yeux fatigués. Elle a remarqué son expression et lui a dit doucement « C'est la première fois que vous venez dans une librairie ?» David a acquiescé. « C'est la première fois que je fais quelque chose de normal. » Elle sourit. « Moi aussi. » Ils prirent un café après. La conversation fut un peu gênante au début, mais devint plus chaleureuse. Clara lui parla de son fils, Daniel. 22 ans, calme, brillant. Il s'était suicidé 2 ans auparavant. « Je ne savais pas comment continuer, » dit-elle. « Et puis, un soir, j'ai trouvé votre blog. Je ne sais pas comment, je suis juste tombé dessus. » David se figea. « Vous avez écrit une lettre à votre fille, à propos des étoiles. À propos de ses dessins, à propos de l'odeur de son shampoing qui imprègne encore la maison. » Elle s'interrompit, retenant ses larmes. « Cette lettre m'a maintenu en vie. » David ne savait pas quoi dire. Ces mots avaient touché quelqu'un dans l'obscurité. Des mots qu'il n'avait jamais destinés à personne. Ils avaient de l'importance. Il avait de l'importance. Quelques semaines plus tard, Clara l'invita à prendre la parole lors d'une retraite pour personnes en deuil. Il hésita. Mais quelque chose dans son regard lui dit qu'il ne s'agissait pas d'être fort. Il s'agissait d'être présent. Lors de la retraite, les participants partagèrent leurs histoires. Des histoires déchirantes. Et pourtant, ils rirent. Ils cuisinèrent ensemble. Ils s'assirent en silence sans le rompre. David se leva devant eux et partagea son histoire, sans la polir,
sans la perfectionner. Il fut simplement honnête. Il a conclu ainsi: « J'ai pardonné à l'homme qui a tué ma famille. Mais je ne pouvais pas me pardonner d'avoir survécu, d'avoir ri à nouveau, d'avoir guéri, jusqu'au jour où j'ai compris que guérir n'était peut-être pas une trahison, que c'était peut-être la chose la plus honnête que nous puissions faire. » Après cela, Clara l'a serré dans ses bras. « Tu n'es pas seul, David. Tu ne l'as jamais été. » Il l'a cru. Plus tard dans la semaine, il retourna au cimetière pour la première fois depuis près d'1 an. Il apporta 3 lettres. Il s'assit près des tombes. Il lut chacune d'elles à haute voix. À Jacob: « Je garde toujours ton gant de baseball sur le siège arrière. » À Lily: « J'ai porté les bottes que tu avais peintes pour aller à l'épicerie. Les gens m'ont souri. » À Émilie: « J'essaie. Je t'aime toujours. J'espère que tu le sais. » Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'accident. Il s'allongea sur l'herbe, les yeux tournés vers le ciel. Il pleura. Pas des sanglots déchirants, mais des larmes douces et silencieuses qui exprimaient autre chose: la libération, le pardon. Une brise souffla dans les arbres, faisant bruisser les feuilles, et David murmura « Merci ». Il ne savait pas à qui il s'adressait: à Dieu, à Émilie, au vent. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que, pour la première fois, il croyait que le monde avait peut-être quelque chose de plus à lui offrir. Pas à la place de sa famille, mais grâce à elle. Il les emmènerait avec lui, pas comme des bouées, mais comme une lumière. Le chagrin ne demande pas la permission. Il arrive sans frapper, défait ses valises et vous met au défi de vivre avec lui. David l'avait appris à ses dépens. Pendant longtemps, il avait pensé que guérir signifiait oublier, que s'il riait à nouveau, s'il souriait à nouveau, s'il retrouvait la paix, cela signifierait qu'il abandonnait Émilie, Jacob et Lily. Mais guérir n'est pas trahir. Guérir, c'est honorer ce que l'on a perdu en refusant de se perdre soi-même. Pardonner à Ryan n'a pas effacé la douleur. Cela n'a pas ramené sa famille, mais cela a fait autre chose. Cela a ouvert une porte à David, une issue pour sortir de la prison de la haine, une chance de respirer à nouveau, même si ce n'était que pour un instant. Et se pardonner à lui-même, cela a pris plus de temps. Ce n'était pas un moment précis. C'était une série de choix. Se réveiller, écrire, se montrer, même lorsque chaque cellule de son corps voulait disparaître. L'histoire de David n'est pas celle d'un homme qui trouve la paix dans la tragédie. C'est l'histoire d'un homme qui apprend à porter sa douleur sans se laisser engloutir. C'est l'histoire d'un homme qui laisse l'amour continuer de parler même lorsque les voix se sont tues. Et c'est comprendre que parfois le plus puissant des actes d'amour, c'est choisir de rester, même quand ça fait mal. Aujourd'hui, David vit toujours dans la même maison, celle avec les escaliers qui grincent et le jardin où Lily plantait des fleurs sauvages. Mais c'est différent maintenant. Les murs ne résonnent plus du silence. Ils renferment des histoires, des souvenirs et parfois des rires. Il ne s'est jamais remarié, non pas parce qu'il est fermé à l'amour, mais parce qu'Émilie, Jacob et Lily vivent toujours en lui. Leur présence n'est plus une ombre, c'est une lumière qui l'accompagne. David anime désormais un groupe de soutien aux personnes en deuil 2 fois par mois. Les gens viennent le cœur brisé, les yeux remplis de questions et de douleurs. Et il ne leur offre pas de réponse, seulement un espace pour parler, pour pleurer, pour s'asseoir en silence, pour être vu. Il donne également des cours de menuiserie au centre communautaire local, des adolescents, des personnes âgées, des inconnus, des gens qui viennent non seulement pour apprendre à construire de leurs mains, mais aussi pour se rappeler qu'ils sont encore capables de créer quelque chose de nouveau. Et chaque année, à la date anniversaire de l'accident, David retourne dans le même lieu de retraite où il a rencontré Clara. Il lit à haute voix les nouvelles lettres, non seulement à sa famille, mais aussi aux autres, aux personnes qu'il a perdues, à celles qui l'ont aidé à vivre. Son blog existe toujours, mais il n'écrit plus sous le couvert de l'anonymat. Aujourd'hui, il signe ses articles, car il ne se cache plus derrière son histoire. Il la vit. Que feriez-vous si quelqu'un vous prenait tout? Pourriez-vous le regarder dans les yeux et lui pardonner? Maintenant, posez-vous une question encore plus difficile. Pourriez-vous vous pardonner?
L'histoire de David n'est pas seulement une histoire de perte, c'est une histoire de survie, une histoire sur la guerre entre l'amour et la culpabilité, et sur le courage silencieux qu'il faut pour continuer à vivre quand votre cœur est brisé à jamais. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce poids. Peut-être vous êtes-vous déjà tenu au bord du précipice, vous demandant si vous pouviez faire un pas de plus. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Non pas parce qu'elle est dramatique, mais parce qu'elle est réelle. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que la guérison est difficile, douloureuse, mais possible. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place de David? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous été resté? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, brutes, émouvantes, humaines. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous rappelons aux gens qu'ils ne sont pas seuls.